Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Georges Fenech, ancien juge d'instruction, est avec nous dans ce studio. Jules Torres, journaliste politique au JDD également. On s'interroge. Que se passe-t-il à Grenoble? Des coups de feu tirés, je vous le disais, près d'un marché bondé à 10h ce matin. Alors qu'il y a 2 jours, un fourgon blindé a été attaqué en plein centre-ville. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, un agent municipal avait été tué par balle, alors qu'il avait essayé d'empêcher l'auteur d'un accident de la route de fuir. On cherche évidemment à y voir plus clair. Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé ce matin à Grenoble? Ce matin, donc, il y a eu en effet des tirs sur ce marché, et ces tirs sont interprétés par les professionnels de la police et de la justice comme des tirs d'intimidation suite à des interpellations qui ont eu lieu dans le courant de la semaine dernière, avec 7 déferments qui ont eu lieu devant un juge d'instruction jeudi et vendredi. 7 personnes ont été déférées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants et de cigarettes dans ce quartier de Saint-Bruno. 4 personnes ont été incarcérées, 3 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. L'action de la police de la justice déstabilise les trafiquants sur les points de deal. Ça veut dire qu'ils essaient de se venger? C'est ça, on va en parler évidemment, monsieur le procureur. C'est pas une vengeance contre la police ou la justice. Je pense plutôt que c'est l'œuvre des concurrents qui voient que ceux qui tiennent le point de deal sont déstabilisés et qui se disent qu'ils prendraient bien leur place parce que c'est très, très rémunérateur. Un point de deal à Grenoble, quand ça marche vraiment bien, c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Ça fait pas loin de 11 millions d'euros par an. Donc c'est des sommes qui sont astronomiques et qui évidemment attisent les convoitises. Et jeudi dernier, c'était un fourgon blindé qui a été attaqué par des hommes armés. Là aussi, on est en plein centre-ville. La situation, on a le sentiment, nous, évidemment, qui n'y vivons pas, que la situation est hors de contrôle à Grenoble, monsieur le procureur. Alors, je sais que vous œuvrez pour que les choses s'arrangent, mais voilà le sentiment que ça donne. Oui, je comprends bien qu'on puisse être effrayé quand on a ce focus sur la ville de Grenoble. Cette affaire du fourgon ne me paraît pas liée à des trafics de stupéfiants qui eux sont en effet notre quotidien. Ce fourgon attaqué, il y a eu un épisode précédent à Grenoble, c'était il y a plus de 20 ans. Donc c'est un acte très rare, voilà. Mais je ne suis plus saisi de l'enquête puisque cette enquête maintenant est entre les mains de la juridiction interrégionale de Lyon. Est-ce que on va parler de la circulation des armes de guerre? On a le sentiment de voir de plus en plus d'armes de guerre utilisées, notamment dans le règlement de conflits autour du narcotrafic. Est-ce que c'est vrai? Alors pour ma part, ça fait 6 ans que je suis procureur à Grenoble. Il y a toujours eu beaucoup d'armes à feu, des pistolets 9 mm, des kalachnikovs. Il y en a toujours eu beaucoup. Moi, ce que je note, c'est pas un changement en 6 ans sur la prolifération des armes. Je crois qu'il y en a toujours eu beaucoup. Ce que je note, c'est un usage beaucoup plus facilité et beaucoup plus inconscient par notamment des jeunes. Mais là aussi, je veux dire que la police travaille, que le parquet défère. Nous avons déféré au cours des dernières semaines, une bonne dizaine de personnes pour détention d'armes, y compris pour des détentions de Kalachnikov, et un grand nombre de ces personnes sont parties en détention. Et est-ce que vous, à propos de l'utilisation de ces armes, est-ce que vous constatez qu'il y a une utilisation de ces armes beaucoup plus simple qu'il y a quelques années par des beaucoup plus jeunes? Je le constate, et avec une inconscience complètement dingue. Voilà, des adolescents qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, qui n'ont aucun sens des responsabilités, bien évidemment, et qui font ça comme un jeu, et quand on les arrête, qui disent « mais je ne voulais tuer personne », bien évidemment. Sauf le risque qu'ils tuent quelqu'un est réel, et la preuve, il y a eu un mort il y a quelques semaines maintenant à Grenoble, un consommateur qui venait acheter sa drogue sur un point de deal et qui a pris une balle perdue. Mais comment vous expliquez que ça ait évolué dans ce sens, c'est-à-dire ces jeunes qui n'ont aucune conscience de rien? Depuis quand vous constatez ce phénomène? Je le constate moi depuis mon arrivée à Grenoble. Mon prédécesseur le constatait déjà. Ce trafic de stupéfiants est vraiment rémunérateur. J'en reviens à ça. Quand un jeune sans qualification, un moins jeune en situation irrégulière gagne sur un point de deal pour faire le guet 100 euros par jour,
et que les trafiquants n'ont pas de mal à trouver donc ces guetteurs à 100 € par jour, évidemment que il y a des personnes motivées qui vont donc accepter ce travail. Comment expliquez-vous que la ville de Grenoble soit particulièrement le théâtre ces derniers temps de règlements de compte, de tirs, de meurtres? Comment vous l'expliquez? Il y a sans doute des raisons historiques également. Donc Grenoble a toujours été un bassin très important de délinquance, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu même donc des fusillades et des fusillades mortelles encore plus importantes il y a donc une vingtaine d'années, une trentaine d'années qu'aujourd'hui encore. Voilà, donc il y a une sociologie particulière à cette ville, et voilà, je suis magistrat, pas sociologue. Et la population, enfin vous y vivez dans cette ville et puis vous représentez la population en tant que procureur de la République de Grenoble. Comment vit-elle tout cela? Est-ce qu'il y a un sentiment d'être un peu désœuvré face à tout ça? Que dit-elle? Oui, ce que vous savez, c'est-à-dire que évidemment la population est inquiète. Je vis dans cette ville, je parle aux gens, je lis ce qu'ils m'écrivent, et évidemment que je les vois inquiets. Mais ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que voilà, leurs policiers, leurs gendarmes, leurs douaniers, leur justice, voilà, est motivé et a décidé de baisser les bras. Heureusement. Et heureusement qu'on agit, parce que la situation serait encore bien pire si on ne faisait pas tout ce qu'on fait. Vous avez signé en décembre 2020 une convention avec la CAF de l'Isère pour prendre en compte les revenus des trafiquants dans les allocations qu'ils perçoivent. C'est assez innovant. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous commencez à avoir des retombées ou un regard, en tout cas, sur ce que vous avez mis en place? Alors, oui, ça a fonctionné donc sur 3 premiers cas, donc il y a déjà plusieurs mois, et donc actuellement la CAF travaille sur les 55 jugements suivants que nous lui avons adressés, voilà, pour parvenir à ce redressement. L'idée, donc j'en suis convaincu, c'est que pour être plus efficace dans la lutte contre les trafiquants de stupéfiants, c'est qu'il faut agir donc de façon coordonnée, police, justice, et puis ensemble des partenaires, impôts par exemple, ou CAF, et il faut être innovant. C'est ce que nous essayons donc de faire à Grenoble avec cette convention sur la CAF, avec aussi un PV simplifié que j'ai mis en place avec l'aide des policiers grenoblois pour prendre l'argent aux guetteurs sur les points de deal. Voilà, je crois qu'il faut agir tous azimuts et surtout être convaincu qu'il ne faut pas lâcher. Notre état d'esprit est tous à Grenoble. Je voulais aussi vous poser une question, monsieur le procureur, sur Lilian Dejean, cet agent municipal qui a été tué par balle à Grenoble. C'était le 8 septembre dernier, donc un peu plus d'un mois, alors qu'il tentait d'empêcher un homme de fuir après un accident de la circulation. Il est toujours. Est-ce que le suspect est toujours en fuite? Je parle sous votre contrôle. Un mois après, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments? Il y a évidemment donc des nouveaux éléments donc d'enquête, de travail donc des enquêteurs, mais sur lesquels je ne pourrais évidemment pas parler. En revanche, oui, il est toujours en fuite, mais je ne désespère pas qu'on l'attrape, évidemment. Dans les prochaines semaines, prochains mois? Je n'ai pas de boule de cristal, je suis incapable de vous le dire. D'accord, mais vous avez identifié en tout cas le suspect et bien sûr. Oui, vous comptez le mettre prochainement sous les barreaux. Ce sera fait en tout cas, monsieur le plus rapidement possible, en tout cas, j'y crois. Et vous y croyez. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas, monsieur le procureur de Grenoble, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce soir. Merci à vous. Il est 19h24 sur Europe 1. Georges Fenech, vous avez écouté attentivement les mots du procureur de Grenoble. C'est vrai que la situation de cette ville est hallucinante. C'est pas la première fois qu'on en parle. On en avait parlé ensemble au moment du décès de cet agent municipal. D'abord, que retenez-vous? Est-ce que Grenoble est vraiment un cas à part? Moi, j'ai connu Grenoble il y a longtemps. J'étais même avocat général aux assises à Grenoble. Et je connais un peu cette situation, bien que ce soit un peu lointain. Ça a toujours été effectivement une plaque tournante, je dirais, de la criminalité organisée. Moi, je me souviens des Italo-Grenoblois, des Gitans de l'Abbaye, etc. Là, on est sur de nouveaux criminels d'un autre type, hein, des petits jeunes à la Kalachnikov, le trafic de drogue. Ils sont encore plus dangereux, ceux-là. Ils sont encore plus dangereux parce qu'ils sont pas structurés comme étaient les gangs d'autrefois. J'entends le procureur de la République, cette ville de Grenoble. Il faudrait d'ailleurs aussi quand même poser quelques questions au maire de Grenoble sur parce que c'est pas tellement sa sensibilité, la sécurité, parce que le maire a aussi un rôle de complémentarité en termes de vidéosurveillance, par exemple. Bon, tout cela mériterait aussi quelques questions. Mais quand j'entends le procureur de la République, qui je n'en doute pas est un magistrat de bonne volonté, j'entends aussi derrière une forme d'impuissance, quoi. On essaye tout, on espère, etc. Quand la justice fera son examen de conscience? Quand acceptera-t-elle une responsabilité? Qui est en charge de la sécurité?
la police et la justice. Or, c'est la faillite. Et d'ailleurs, les magistrats de Marseille, ils l'avaient reconnu devant une commission d'enquête, vous vous souvenez? Donc, il faut arrêter ce fatalisme. Je me souviens, pour un déplacement que j'avais fait à New York, j'avais rencontré le maire Rudolph Giuliani à l'époque. C'était devenu une ville la plus sûre des États-Unis, alors que c'était la ville la plus criminogène. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas de fatalisme. Or, aujourd'hui, le maillon faible de la chaîne répressive, c'est l'absence de réponse pénale à la hauteur. N'en déplaise, et je ne jette pas la pierre à ce procureur-là qui a répondu de manière assez transparente à vos questions, mais c'est la faillite aussi, parce que la justice ne fait plus peur. La justice ne fait plus peur, c'est vrai ça, Jules Torres. C'est ce qui ressort de cet entretien avec le procureur. Moi, je trouve dingue quand on regarde dans la presse ce qu'on peut trouver sur la ville de Grenoble. Moi, je me souviens d'Éric Vaillant, le procureur donc de la République que vous avez interviewé, qui a fait une grosse prise de position au mois d'août, mi-août, après une série de violences à Grenoble. Je vous en cite quelques-unes. Lundi 12 août, une rafale de tir sur un point de deal à Échirolles dans la banlieue de Grenoble a blessé 4 hommes. Le 7 août, 2 jeunes hommes ont également été blessés par balle dans un parking souterrain de la ville. Le 4 août, un homme de 47 ans a été tué et 2 autres blessés. Ça, c'est avant la prise de position de Monsieur Vaillant. Et puis ensuite, on a eu donc Lilian Dejean, l'employé municipal. On a eu dans l'actualité très récente ce fourgon blindé dans pleine rue. Ce matin, des tirs dans la rue. On a eu 2 hommes en possession d'une Kalachnikov interpellés dans une voiture volée. Ça, c'était le 3 octobre. Un adolescent agressé à coups de ciseaux et de matraque devant son lycée. C'était le 25. Et nous étions en train de parler de la situation à Grenoble avec Georges Fenech, ancien juge d'instruction, avec Jules Torres, chroniqueur, journaliste, chroniqueur, je ne dérange pas. Journaliste politique. Je suis ce que vous voulez, Pascal. Ben, vous êtes dans ce studio, c'est déjà pas mal. Merci d'être là. Je voudrais, Georges Fenech, juste qu'on revienne un instant sur ce que nous disait Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble, après les faits évoqués par Brandon pendant le journal. Est-ce que vous avez été juge d'instruction ? Oui. Vous avez été en charge des mineurs, ce que vous me disiez pendant le journal. Pendant une partie de ma carrière, oui. Bon, racontez-nous à quoi ils ressemblaient les mineurs. Là, les mineurs d'aujourd'hui, 12 ans, 14 ans, des armes de guerre, qui tuent de sang-froid, pour un oui ou pour un non. Racontez-moi ce que vous avez connu, racontez aux auditeurs d'Europe 1. J'avais des mineurs, effectivement, que je partageais avec le juge des enfants. Je prenais les affaires les plus graves. Mais c'était quoi les affaires les plus graves Les affaires les plus graves, c'était des affaires de cambriolage, c'était des affaires de vol d'autoradio, des vols de voitures, de bagarres, quelquefois avec armes blanches, mais assez rarement. Mais jamais d'armes à feu, de Kalachnikov, d'exécution, de règlement de compte, comme on le voit aujourd'hui. Il y a eu une aggravation de cette délinquance des mineurs, avec des mineurs de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui est le résultat finalement d'une politique des mineurs qui n'est pas encore une fois à la hauteur de l'évolution.
de la délinquance des mineurs de notre société. Il y a eu une réforme qui est intervenue en 2021. On a enfin réformé l'ordonnance de 1945, donc juste après la guerre, par un nouveau code pénal des mineurs de 2021. Je me suis dit, à ce moment-là, on va prendre conscience qu'il faut effectivement renforcer nos dispositifs. Ça a été tout le contraire. On a créé la césure du procès pénal. C'est-à-dire que le mineur comparé une première fois, on lui dit s'il est coupable ou pas, on le renvoie à 9 mois pour savoir si on doit lui prononcer une condamnation. Il n'y a pas de comparution immédiate. Le Premier ministre, en partant, M. Attal a dit, on a dans nos cartons un projet pour revenir sur tout ça. On ne traite pas la délinquance des mineurs. Or, regardez celui, par exemple, qui a tué le chauffeur de VTC. Il avait combien de condamnations à son casier? Il avait 10 condamnations à son casier judiciaire. Mais c'est l'excuse de minorité, Georges Fenech, mais oui, suffit. mais il faut revenir là-dessus. L'excuse de minorité. Et il faut revenir au bas mot pour ceux de 16-18 ans, mais peut-être même en dessous encore, jusqu'à 15 ans, pourquoi pas. Donc, si vous voulez, on a une aggravation parce qu'il n'y a pas de sanction immédiate, notamment pour les premiers faits qui sont pas graves généralement. Mais si vous ne faites rien, le mineur, il se sent impuni et il monte dans la délinquance et la criminalité. Il sait qu'il risque rien. Ouais. Il y a 1000 sujets dans cette affaire et Georges vient d'expliquer le sujet judiciaire de la meilleure des manières. Il y a l'autre sujet, c'est celui de l'éducation. Évidemment, ce sont des jeunes qui visiblement n'ont pas été accompagnés dans leur enfance et qui finalement, le trafic de drogue finalement leur permet de devenir quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a donc là, par exemple, prenons l'exemple de ce tueur de 14 ans. Dans sa cité, chez lui, c'est une star. Il est devenu quelqu'un. Il est devenu quelqu'un en étant un tueur à gages parce que sinon, où serait-il? Il va pas à l'école, il ne brille pas par une culture générale, il a pas de qualité première, il va pas au théâtre, il est pas acteur. Et donc lui, sa seule manière dans sa cité de se différencier, c'est de s'élever dans le niveau social du trafic de drogue. Donc il y a ce sujet-là. Il y a ensuite le sujet on a quand même des jeunes qui n'ont pas d'argent, qui gagnent en une journée ce que gagnent leurs parents en un mois, et je dis un mois, mais ça peut être des années même. Donc, vous voyez très bien, on parlait tout à l'heure un tueur à gages, ça peut être entre, Jean-Michel Decugis, qui a écrit un livre sur le sujet l'autre jour, était avec Pierre de Villeneuve, il disait que ça pouvait être entre 10 000 et 50 000 euros. Rendez-vous compte, c'est ce que gagnent parfois annuellement leurs parents. Donc, il y a beaucoup de facteurs au niveau de l'éducation. Ce sont généralement dans les cités. Et le problème, c'est qu'on a fait des grandes opérations PlaceNet XXL qui nous permettent pas de résoudre les problèmes. C'est des efforts de communication. Il y a le tweet du ministre de l'Intérieur qui dit « Ah bien, on a récupéré 10 kilos de cocaïne, 5 kilos de cannabis. » Ça, c'est très bien. Ça perturbe le trafic de drogue, mais ça ne l'indique pas. Jules Torres a raison, il a raison. C'est l'absence de repères aujourd'hui de ces jeunes dans des quartiers. Il faudrait d'ailleurs les extraire de ces quartiers par des ordonnances de placement. Et pour bien que vous compreniez de ce dont on parle, c'est que en France, aujourd'hui, un crime ou délit sur 5 est le fait d'un mineur. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que 20% de la criminalité, toute confondue, c'est le fait d'un mineur. Et ce mineur devient majeur ensuite. Et quand il est jeune majeur, il continue dans cette grande délinquance. Voilà, donc c'est Georges Fenech, il y a aussi une responsabilité. Les commanditaires, quels qu'ils soient commanditaires en prison, comme ça a été le cas pour ce jeune de 14 ans. Avec 4 téléphones dans sa cellule. Oui, alors ça. Non, mais ça, c'est dingue. Mais c'est pareil. Est-ce qu'ils utilisent pas? Bien sûr qu'ils utilisent ces mineurs parce qu'ils savent qu'ils seront pas condamnés. Donc c'est de l'exploitation des mineurs par les plus grands. Comment peut-on les protéger? Vous savez, ils sont même louent le ventre de femmes africaines pour faire passer de la drogue. Donc vous savez. Oui, mais là, c'est vrai que savoir que les caïds et les grands frères les entraînent, ils les mettent dans des caves, ils les frappent, ils les torturent pour les endurcir. Donc, quand ils seront en garde à vue, ils ne parleront pas. Ils sont robotisés, ils sont formatés pour ça. C'est des bêtes. Ils savent qu'ils ne risquent rien. Au pire, 1 mois de détention provisoire, quand il a 14 ans, prolongeable une fois d'1 mois. Donc voilà, et c'est réglé. Et ils se retrouvent sur le marché. C'est très intéressant parce que avant même cette histoire, cette semaine, moi j'ai revu le film Bac Nord, dont beaucoup de monde avait parlé. Et en fait, il est encore plus vrai
2 ans après. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ce film. Il y a l'impunité de la justice. Il y a, vous vous souvenez de la scène avec le jeune dans la voiture qui menace de frapper les policiers et qui, bon, ça rend la scène un petit peu jolie parce qu'il y a la musique ensuite de Jul et après ça fait une scène de film assez intéressante. Mais ça montre quand même que ces jeunes-là n'en ont rien à faire de l'autorité, qu'ils ne sont pas suivis. Qu'il l'affronte, qu'il la menace, mais vraiment, j'invite les gens à revoir ce film aujourd'hui parce qu'il y a vraiment tous les sujets sur le narcotrafic. On parle de Grenoble, mais on pourrait évoquer à nouveau Cavaillon. Cavaillon qui était une ville tranquille. Là, c'est une riposte à une bande rivale qui est la police. La police devient dans leur mais c'est une contre-culture, le trafic de drogue. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez arrêté notre point de vue, vous avez mis en garde à vue, vous avez saisi nos armes, notre argent, etc. Eh ben, on va vous montrer de quoi on est capable. Et on a incendié comme ça 4 véhicules, le commissariat, et ça a failli se terminer en drame humain. Vous avez raison, Georges Fenech. Mais comment fait-on pour protéger ces mineurs et mettre une là? Vous le disiez, ça n'existait pas. Quand vous étiez en charge des mineurs, ça n'existait pas. Donc on a basculé dans de l'ultra-violence. On utilise et on se sert de gamins, parce que c'est des adolescents qui sont paumés, qui sont récupérés par des grands frères. Comment peut-on faire pour les protéger, au moins, ces mineurs? Non, mais moi, je suis très pessimiste. Mais vous avez raison, c'est le terme protection. Et la sanction fait partie de cette protection. À partir du moment où ce qu'il faut, c'est l'extraire de son milieu criminogène. Quand la famille est défaillante, quand il est déscolarisé, il faut le sortir. Le juge des enfants, dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, l'ordonnance 58, peut très bien prendre une ordonnance de placement et l'envoyer ailleurs. Mais où ailleurs? Dans des établissements spécialisés. On n'en a pas assez en France. Où vivez-vous? Oui, il manque de moyens, bien sûr. Mais il y a des établissements qui sont spécialisés, mais il en manque, évidemment. Jules Torres. Honnêtement, moi, sur ce sujet-là, je suis vraiment très, très pessimiste. Quand on voit les débats politiques qu'on a aujourd'hui, on s'écharpe sur des sujets... Prenons l'exemple de Bruno Retailleau qui propose aujourd'hui des mesures qui sont partagées par 80% des Français. Et même ça, non mais je ne vous détruis pas votre conducteur, mais je dis juste que on a des débats qui aujourd'hui provoquent au sein de la classe politique des débats très animés, au sein même d'une majorité présidentielle. Je parle même pas de la gauche ici. Mais comment voulez-vous qu'on aille sur des sujets aussi durs que, par exemple, arracher un enfant à sa famille parce qu'il est arraché lui-même au trafic de drogue? On ne peut pas aller sur ces sujets-là tant qu'on n'aura pas réglé tous les sujets dits simples qui sont partagés par tous les Français avant ça. C'est-à-dire, je sais pas moi, par exemple, on a beaucoup de débats sur les peines planchées, toutes les mesures. C'est pas simple. Non, si, genre. La preuve, on n'arrive pas à les rétablir. Parce qu'on a des débats qui sont stériles, alors que les Français, eux, demandent. Bien sûr. On les avait institués sous Nicolas Sarkozy. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Est arrivé Madame Taubira et Monsieur Hollande, ils ont supprimé les peines planchées. C'est ce que je vous dis, c'est qu'on a un débat politique qui est à milieu, qui est complètement déconnecté des attentes aujourd'hui des Français. Mais je sais pas si on va pouvoir recentrer le débat politique. Je doute que Monsieur Migaud, garde des Sceaux, puisse rétablir les peines planchées. Je demande à voir. Oui, donc en attendant, voilà, ça continue. Ça continue. Mais c'est terrible. Moi, je suis désolée par ces mineurs, qui cachent la vie. Il faut sanctionner aussi les parents. Mais oui, mais bien sûr. Les parents. Les parents. Absentéisme scolaire, vous retenez les allocations. Des tutelles aux prestations sociales, vous arrêtez avec les aides sociales quand ils détruisent leur quartier. Si vous ne sanctionnez pas les parents... Au portefeuille. C'est la seule vraie solution d'ailleurs.